Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons découvrir si une utopie est réalisable. Depuis les années 60, on va dire même 70, puisque ça a commencé à 69, un groupe d'hommes et de femmes ont fondé une ville basée sur des règles de vie qui sont loin de ce que nous connaissons ici en France ou en Europe. Cette ville s'appelle Auroville. Elle est située en Inde, à côté de Pondichéry et d'une autre grande ville que vous connaissez au moins de nom, Madras. Alors, peut-on vivre son utopie ? L'homme est-il capable de vivre ses idées sans tomber dans ces travers que nous connaissons que trop malheureusement ? Ce modèle de ville est-il idéal ? Est-il transposable ailleurs, en France par exemple ? C'est ce que nous allons découvrir avec mes différents invités ce soir. Je vais recevoir tout à l'heure un Toulousain qui s'appelle Vincent Riquet, qui est artiste peintre, qui a vécu 20 ans à Auroville, toute son enfance, toute son adolescence. Il nous racontera son expérience. On va joindre sur place également Anne Riquet, sa mère, qui vit actuellement à Auroville, donc en Inde. Et dans quelques instants, je vais avoir Monsieur Janaka, qui a fait partie des premiers pionniers à arriver comme ça sur cette terre complètement aride et déserte en août 1969 pour créer ce qui est maintenant devenu Auroville. Alors, vous le savez, vous êtes dans cette émission chez vous. Nous attendons vraiment avec beaucoup d'impatience vos questions, vos commentaires ou vos témoignages. Si vous qui nous écoutez êtes allé faire un tour à Auroville pour nous faire part de votre expérience, Morad est au standard, vous pouvez l'appeler et intervenir quand vous le désirez dans cette émission au 0826 300 300. 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par le biais de votre téléphone portable. Vous envoyez un SMS, vous tapez Sud, donc vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire, et vous envoyez le tout au 71 200. Je l'ai pratiquement instantanément sous les yeux, et je poserai la question en direct donc à mes invités. Direction ce soir, Pondichéry, Madras. Et juste à côté, il y a une ville utopique qui n'est plus vraiment une utopie puisqu'elle existe depuis 69 qui s'appelle Auroville. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Monsieur Janaka, bonsoir. Bonsoir monsieur. Je suis ravi de vous avoir sur Sud Radio dans cette émission qui est entièrement consacrée à cette expérience extraordinaire qui s'appelle Auroville. Avec vous donc, puisque vous avez été là quasiment dès le départ, j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai fait partie de la première caravane de véhicules se rendant à Auroville en 1969, le 15 août. Ouais. Et qui a apporté du matériel et quelques personnes pour commencer les premiers travaux de ce qu'on appelait à l'époque Euromodèle, c'est-à-dire le modèle d'Auroville. Voilà, donc je me suis embarqué le 15 août 69 et on est arrivé en octobre de la même année. Ouais. Et alors, dites-moi, Monsieur Janaka, quel sentiment a-t-on
lorsque justement on grimpe dans les camions et on va être parmi les premiers pionniers à monter à créer cette ville. On a quel sentiment à ce moment-là? Écoutez, ça dépend des individus, mais Oui. bien, moi, en ce qui me concerne, de toute manière, j'étais au courant de la fondation d'Auroville et j'ai fait partie des premiers invités à venir pour l'inauguration. Je pouvais pas à l'époque parce que j'avais pas d'argent, je vivais un peu de briques et de broc, mais pour moi, c'était comment dire, la conséquence de mes recherches, la consécration de mes recherches depuis quand même pas mal d'années. Et moi, je m'embarquais effectivement dans une aventure extraordinaire où on allait créer un endroit franc, où on allait pouvoir réaliser des choses qui sont irréalisables dans la vie, quoi, parce qu'on est trop soumis aux lois et aux choses du commun, quoi. Ouais. Donc c'était ça les états d'esprit, quoi. On allait vraiment vers une terre qu'on allait découvrir et qui allait, comment dire, où tout serait possible, quoi. Une utopie qui allait prendre corps. Ah, tout à fait, tout à fait. Les utopistes, c'est toujours les gens qui voient avant, que les choses soient faites et après elles se font, quoi. Mais ça doit être exaltant. Enfin, il y a dû avoir un moment d'exaltation, quand même. Oui, vraiment, vraiment. En même temps, bon, les membres de la caravane qui se rendaient à Auroville, nous connaissions très peu. Et comme, si vous voulez, déjà dès le départ, Auroville, il n'y avait pas de critères, d'acceptation ni politique, ni sociale, ni raciale. Et c'était un petit peu difficile d'accorder un petit peu avec tout le monde, tous les gens qui faisaient partie de cette caravane, et toujours maintenant, d'ailleurs c'est toujours de vigueur. On vient tous d'horizons politiques, sociaux, économiques et religieux différents. Il faut harmoniser tout ça, laisser tomber tout ça, et puis vivre un autre idéal complètement différent, nouveau qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Qu'on ne connaît pas et qu'on est toujours en train de bâtir ici. Ouais. Enfin, on en connaît un peu plus maintenant. J'imagine quand même depuis Après 39 ans, quand même, on commence à connaître un peu. Alors, dites-moi, Monsieur Janaka, racontez-nous justement la naissance de cette utopie. C'était quel était l'homme et la femme qui étaient au départ de cette belle idée? Bien, écoutez, d'abord, la fondatrice était la mère qu'on appelait la mère de l'ashram de Pondichéry. Oui. Si vous voulez, elle a voulu donner corps aux visions de Sri Aurobindo. Il y en avait ici un sage qui s'appelait Sri Aurobindo, qui était un ancien révolutionnaire qui a essayé de libérer l'Inde avant Gandhi déjà. Il avait déjà fait énormément de travail. Et si vous voulez, c'est l'aboutissement un petit peu de la vision de Sri Aurobindo de l'unité humaine. Et donc la mère qui l'a rejoint en 1920, excusez-moi. Ah, c'est très ancien quand même. Oui. Pardon ? C'est très ancien, effectivement. Pas la fondation. La fondation d'Auroville a été faite en 1968. Oui. Mais la mère à l'ashram de Pondichéry avait déjà créé une école de libre progrès, où il n'y avait pas d'examen, pas de professeur, etc. Elle avait fait un centre international d'éducation. Et puis donc après, elle a donc pensé à la création d'Auroville. Et la création d'Auroville a été entérinée par l'UNESCO, lors de 4 assemblées qui ont, par leur résolution, ils ont approuvé unanimement le support à Auroville en 66 déjà. Alors ça a été fondé qu'en 68, en 66, en 68, en 70 et en 83. Donc voilà un petit peu l'historique de cette création, quoi. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a eu une cérémonie fondatrice? Oui, tout à fait. d'Auroville. Oui, il y a ici ce qu'on appelle l'urne, qui est au centre d'Auroville, à côté du temple d'Auroville en quelque sorte. C'est un temple sans Dieu, mais enfin disons que c'est un temple. Qui s'appelle le Matrimandir, qui est déjà presque en finalité de la construction, qu'on construit depuis au moins 35 ans, à main d'homme, sans machine, et donc ça va pas vite, mais c'est fait avec évidemment toute la conscience des individus qui y travaillent. C'est pour ça que ça a une grande valeur. Donc l'urne, il y a les enfants de à peu près 150 pays ou 154 pays
qui sont venus des jeunes de 20 ans avec une poignée de terre de leur pays respectif pour la mettre dans cette urne pour symboliser l'unité, hein, n'est-ce pas? Ouais. Ça a été fait ça le 28 février 1968. C'est passé pratiquement inaperçu, mais enfin bon, ça a été quand même assez grandiose, quoi. Et à l'heure actuelle, donc, si vous voulez, Auroville compte à peu près les représentants de 39 pays, hein. Ouais. Malheureusement, il y a très peu du Maghreb, très peu des pays arabes, ce qu'on aimerait bien, parce que et de l'Afrique en général, on a très peu de représentants. Il y a une dizaine d'années, les Russes sont arrivés, bien après les Américains. Ouais. Après, on a eu les Coréens. Maintenant, on a un peu les gens qui viennent de Bulgarie, de ces pays-là. De tous les anciens pays de l'Est, oui. Ouais. Tous les anciens pays de l'Est maintenant commencent à arriver. Malheureusement, justement dans l'idéal de l'unité, puisqu'on est là pour créer une unité entre nous, n'est-ce pas, avec nos divergences, hein, pas une uniformité, hein. Non, au contraire. Une unité. Bien sûr. Eh bien, il manque quand même les pays africains. Il manque l'Afrique du Nord, l'Afrique en général, le bassin méditerranéen, et puis évidemment l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. On n'a aucun représentant de tous ces gens-là. Ouais. Alors, Monsieur Janaka, je rappelle que vous êtes avec nous en direct depuis l'Inde, donc à côté de Pondichéry. Oui. Cette ville s'appelle Auroville. Oui. Vous avez fait partie de la première caravane en 1969. Oui. Je suppose que quand même il a dû falloir retrousser les manches et y aller, quoi. Enfin, il y avait un boulot colossal à accomplir. Ah oui, colossal, parce que Auroville est bâti. Enfin, le projet, c'était de bâtir une ville de 50 000 habitants. Sur un plateau de latérite rouge, c'est-à-dire que c'est de la terre comme du ciment et rouge, complètement érodée par les moussons, hein, et c'était totalement désertique. Alors nous sommes arrivés, et puis effectivement, comme vous dites, il a fallu retrousser nos manches, et puis nous mettre au travail, quoi, pour créer, planter, s'organiser, quoi. Ça a été un travail phénoménal, quoi. Et puis aussi en même temps essayer de vivre avec la population, hein, de s'assimiler à la population plus que de l'assimiler elle à nous, hein. C'était un peu difficile. Si vous voulez, en 35 ans, par exemple, en Inde, on a l'habitude de voir derrière les autobus, c'est marqué One Family, One Tree. Une famille, un arbre. C'est-à-dire quand il y a une famille, on plante un arbre. À Auroville, on peut dire One Family, 3 million of trees. On a planté plus de 3 millions d'arbres à Auroville quand même. Oui. Donc maintenant, c'est une forêt. Auroville, c'est une forêt, quoi. Ouais. C'est immense et... On voit les photos sur le site consacré à Auroville, le site officiel d'Auroville. Je veux dire, c'est luxuriant, il y a de la végétation, il y a des buissons, il y a de là, représentez-vous que là, c'était un désert, totalement. C'était désertique et rouge, quoi, de la terre, la latérite rouge. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est beau. Ah oui, déjà... De toute manière, ici, on a beaucoup aussi travaillé avec les énergies alternatives, hein, parce que tous les jeunes qui venaient de un peu toutes sortes de pays, ils avaient tous des idéaux comme ça alternatifs, hein. On voulait recréer une nouvelle société, donc nous séparer des énergies, des vieilles énergies, quoi. Alors tout a été tenté à Auroville, tout a été essayé, et on est encore à Auroville un modèle pour l'Inde, hein, l'Inde entière. Beaucoup de gens d'organisations viennent faire des séminaires en Inde pour voir comment on s'organise, même sur le plan financier, hein, et sur le plan alternatif. Non, c'est assez considérable. Le nombre d'organisations, on appelle ça les organisations dans le monde là qui s'occupent de promouvoir. Les ONG. Les ONG, oui. Tout ça, il y en a beaucoup qui sont à Auroville même, qui font des études et qui sont là. Hein. Oui. On va revenir justement sur ce fait que ce soit vraiment un creuset expérimental en permanence depuis 39 ans maintenant. J'aimerais qu'on revienne sur l'histoire puisque vous l'avez vécu. Je suppose que parce que même si l'utopie était là, la philosophie vous réunissait, il y avait quand même une unité, une unité d'idées, d'envies, d'objectifs. Vous n'êtes pas moins des hommes et des femmes. Donc forcément, il y a des heurts, il y a des complications. C'est humain finalement tout ça. Il y a dû y avoir des moments difficiles comme des moments de bonheur. Ah oui, mais ça c'est tout à fait. Je veux dire, on peut pas échapper aux difficultés.
puisque le travail consiste à créer une unité, il est certain qu'on va, et puis que c'est un pays de la liberté, hein, et donc la liberté c'est vraiment pas facile à gérer, hein, en dépit de tout, les gens ils veulent la liberté, et ok on veut la liberté, mais la vraie liberté c'est de se libérer de tous nos tares, nos égos, nos craintes, nos peurs, nos jalousies, c'est ça la vraie liberté. C'est un travail sur soi avant tout, oui. Donc c'est un travail intérieur, personnel, hein, de chacun. Et puis chacun est le miroir de l'autre ici, hein, souvent, hein, parce que c'est vrai que on n'aime pas beaucoup voir les défauts des autres, mais souvent ce sont les défauts des autres que ce sont nos propres défauts qu'on voit en les autres. Hein. C'est très donc vrai. c'est là, et comme il n'y a plus le vernis de l'Occident ici, hein, on apparaît exactement tel que l'on est. Vous voyez, on n'a plus le vernis, puis se cacher derrière des cravates, derrière des affiches et de la publicité ou quoi, et des distractions, on apparaît exactement tel que l'on est. Donc c'est pas facile, ça frotte. Ça frotte énormément, hein. Mais les petites victoires accomplies par chacun ici sont hors de portée, quoi. Je veux dire, elles sont considérables, quoi. Ouais. Vous étiez combien au départ et comment est-ce que ça a grandi comme ça si vous pouvez nous tracer une sorte d'historique comme ça de l'évolution d'Auroville. Eh bien, écoutez, au début, nous étions déjà les 16 premiers, et c'est quand même assez aussi. Il faut noter que ce sont les Français les premiers qui sont arrivés là, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est la première. Les premiers résidents sont arrivés par cette caravane. Ils étaient français. Ouais. Il y avait, excusez-moi, il y avait ici et là, effectivement, un couple américain. Ailleurs, un couple de Belges, il y avait quelques personnes comme ça à gauche, à droite, hein, mais très peu de monde. Et la vraie communauté qui est arrivée, c'était une communauté de Français. Et puis, je sais pas comment ça s'est répandu. Le fait d'Auroville s'est répandu un peu partout, mais ça a progressé très 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 lentement, hein, au point que si vous voulez, pour le moment, nous sommes près de 2000, pas tout à fait. Je crois qu'on est 1800 et quelques. Ouais. Hein, mais il a dû passer à peu près 30 000 personnes à Auroville. Seulement, les conditions de vie sont telles, l'exigence de pionniers est telle que c'est pas facile de vivre, quoi. Alors, beaucoup de gens ne restent pas, quoi. Ils vivent un peu, puis ils s'en vont, quoi. Puis de toute manière, je vais vous dire, vous savez, Auroville, c'est pas non plus la panacée universelle, hein. Beaucoup de gens font des choses ailleurs. Et c'est tout aussi valable, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'Auroville, c'est un essai d'unité collective. Là, il y a un travail collectif qui est fait, quoi. Et puis, le fait que la démographie aurovillienne n'ait pas explosé est également garant de cette recherche que tout un chacun qui vient vous rejoindre veut entamer. C'est-à-dire, il faut du temps. Et, oui, c'est tout à fait ça. Moi, par exemple, je peux témoigner. Je suis resté là la première année. Je suis donc arrivé là en 69. Je suis resté jusque fin 70. Et puis après, je suis reparti en France, hein, où j'ai vécu ma vie. Je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai eu des activités, j'ai eu des responsabilités, etc. Mais toujours dans l'esprit de revenir à Auroville. J'estimais que je n'étais pas vrai aurovillien, c'est-à-dire que j'avais des manques énormes, et puis j'avais besoin de me former en Occident, quoi. Donc ce que j'ai fait, et puis après j'ai donc décidé de revenir, quoi. Mais donc c'est pas évident, quoi. Et avant de revenir me rétablir ici en 1987, 88, j'ai dû venir au moins 10 fois ici, quoi. J'ai fait l'aller-retour, hein, où je venais travailler, je repartais. J'étais jamais prêt pour vivre définitivement, quoi. Il manquait toujours quelque chose, n'est-ce pas? Donc je me trouvais toujours en porte-à-faux. J'étais très exigeant, il est vrai. Mais non, c'est pas évident de vivre ce genre d'idéal. C'est sûr que c'est pas évident du tout de vivre ici 24 heures sur 24, avec l'exigence que nous demande l'aspiration spirituelle intérieure. Hein. Tout à fait. Il faut être exigeant avec soi-même.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Monsieur Janaka, nous faisons une pause. On se retrouve dans quelques instants parce que là, nous allons entrer de plein pied dans, je dirais, le cœur du problème, essayer de comprendre cette philosophie, ces objectifs qui font que Auroville est vraiment une belle utopie qui a pris corps et qui est en train de naître depuis maintenant 39 ans, puisque ça a commencé en 69, hein, c'est ça? Exactement. Donc vous restez avec nous, on se fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Ok. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Monsieur Janaka est avec nous sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, en direct depuis l'Inde, juste à côté de Pondichéry, j'allais dire juste à côté d'Auroville, vous voyez, un petit peu. J'ai inversé l'importance des deux villes, donc juste à côté de Pondichéry, Auroville, 2000 habitants à peu près, créé donc en 1969. Monsieur Janaka, essayez de nous expliquer, même si j'imagine que c'est pas très facile, quelle est la philosophie d'Auroville pour y vivre? On a compris l'historique, la difficulté que c'était de se mettre dans je dirais dans le rail de cette utopie avec cet objectif. Donc c'est un gros travail sur soi-même. Mais quelle est la philosophie pour être aurovillien en quelque sorte? Bien. C'est pas évident, hein? Oui, mais quand même, il y a quand même un objectif principal, quoi. Ouais. On l'a toujours dit que Auroville avait pour but de créer l'unité humaine. C'était ça c'est ça vraiment le but d'Auroville, le but final, hein. C'est de mettre des gens ensemble, comme je disais tout à l'heure, de tous les horizons, hein, culture politique, etc. Et à partir de leur divergence, de créer une unité humaine, c'est-à-dire une unité humaine et sans loi, sans gouvernement, hein. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a pas de mariage à Auroville, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de loi, il y a une sorte de loi un petit peu comme ça, très souple, pour quand même savoir par où on va. Mais vraiment, la vie de l'Aurovillien, elle est basée sur une prise de conscience individuelle et puis des règles qui s'imposent à lui-même, hein. Ce sont des règles qui sont autrement plus importantes que toutes les règles morales de la société, hein. Donc c'est ça le point de départ de l'Aurovillien. C'est à la fois simple et très complexe. À la fois simple, oui, c'est simple à dire, mais c'est très très difficile à appliquer, hein. Ouais. C'est très difficile parce que tant qu'on change pas l'homme, c'est vraiment de l'homme qu'il s'agit là, hein. Bien sûr. Changer ses angoisses, ses peurs, son égocentrisme, son égoïsme, toutes ces choses qui l'emprisonnent. Tu vois, quand il dit qu'il est libre, c'est pas vrai, il est totalement prisonnier de tout. Nous aussi, hein, je dis pas qu'on est libéré, mais on est en voie, quoi. Eh bien, pour le libérer, il faut vraiment le mettre dans des conditions spéciales. C'est un peu pour ça qu'Auroville a été créé. Et si on fait pas ce travail à Auroville, quelque part, on perd son temps ici à Auroville. On n'a pas sa place, quelque part, hein. Oui, on a bien compris. Par exemple, pardon, vous avez un travail, le travail est communautaire, chacun va travailler pour son bien à lui et donc par conséquent le bien des autres ou l'inverse. Ça se passe comment? Bah écoutez, il y a toutes les possibilités, hein. C'est comme il n'y a pas de chômeurs à Auroville et puis il n'y a pas de misère non plus, donc aussi bien le nouvel arrivant qui est dentiste et puis comme il n'a pas besoin de gagner sa vie pour vivre à Auroville, hein, puis il a envie de planter des fleurs, et ben là il va se trouver dans un endroit, un environnement idéal pour aller travailler avec des gens qui sont eux-mêmes en train de planter des fleurs, et puis voilà, comme ça. Donc il va faire vraiment le travail qu'il aime, quoi, hein. Et tout est comme ça. Il y a une très très grande liberté à Auroville et on peut y faire de tout, on peut y apprendre de tout. Les seules limites, c'est si les choses n'existent pas ici parce que il n'y a pas les spécialistes ou il n'y a pas
où il n'y a pas la matière pour le faire, quoi. Donc mais sinon, c'est tout ouvert, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, exemple... j'ai fait 10 métiers ici, enfin 10 boulots, quoi, ouais. je veux dire. Ouais. Mais je veux dire, il y a quand même des charges inhérentes à toute vie en société. Oui. Je sais pas moi, par exemple, ramasser les déchets, entretenir tout ce qui est peut-être acheminement de l'eau, de l'électricité. Vous voyez, toutes ces choses que l'on est obligé de faire. J'appellerais pas ça des corvées, mais c'est des choses, des charges fixes. Ah non, mais tout ça est organisé déjà à Auroville, hein. Nous avons notre service de l'eau, notre service de voirie, nos services d'électricité, le service des visas, la mairie, qu'est-ce que je vais vous dire encore, les écoles, bien sûr, il y a tout à Auroville, tout. Nous avons même nos boulangeries, nos maraîchers, il y a effectivement le nettoyage, la voirie même, avec la réparation des routes. Tout est fait par des volontaires, hein, des gens qui ont envie de faire cette chose-là pour faire avancer la communauté. Ah oui, effectivement, c'est un état d'esprit. J'avais presque employé une expression tout à fait que vous allez peut-être trouver triviale, mais trop beau pour être vrai. Et en fait, exactement. Non, c'est trop beau et c'est vrai pourtant. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, si vous voulez. Il n'y a pas de tu dois, tu vas faire, tu dois pas faire. C'est pas comme ça, Auroville. Chacun se détermine selon son feeling, selon ce qu'il sent devoir faire, et puis il a de compte à rendre à personne, dès lors que c'est pas un malfaiteur ou je ne sais quoi. Mais il faut qu'il prenne conscience qu'il a autant de droits que de devoirs. Ah, je pense qu'on a plus de devoirs ici que de droits. Les gens qui viennent à Auroville qui veulent avoir des droits, à mon avis, ils se trompent un petit peu, quoi. Bon, hein. Donc il vaut mieux, c'est quand même mieux d'avoir des devoirs, mieux. Pour ce genre de vie, il faut revendiquer, plutôt appliquer des devoirs qu'on s'impose à soi-même, hein. Parce que si on vient pour des droits, alors là, en disant, moi j'ai fait tel travail, donc j'ai droit à tant d'argent, ou tant de salaire, alors qu'il n'y a pas un vrai salaire ici. Disons, il y a ce qu'on appelle une maintenance en anglais, c'est-à-dire une sorte d'argent pour pouvoir vivre comme ça. Parce qu'on n'a pas encore réussi à créer, malgré qu'on ait essayé tous les systèmes, le sel et compagnie. Oui, le sel qu'on a bien connu dans les Pyrénées d'ailleurs, dans nos Pyrénées ici dans le sud. Oui, tout à fait, exactement. Beaucoup de gens viennent beaucoup de gens viennent de chez vous, et ici on a essayé qui fonctionnent, hein. Il y a des gens ici qui fonctionnent selon la formule du sel, hein. Ils ont un compte commun, ici à notre banque d'Auroville, et puis ils consomment sur ce compte commun, hein. Mais d'autres préfèrent un système plus personnel et capitaliste. C'est leur problème, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc vous avez réussi parce que l'argent peut être une plaie pour notre société comme un bienfait. Vous avez réussi à trouver un compromis qui est un bon équilibre? Oui, c'est un bon équilibre. Chacun fait selon sa conscience. Et sa prise de conscience, ce qui ne veut pas dire que celui qui est capitaliste à outrance, je veux dire qui garde son argent à lui, ou qui a des revenus de l'Occident et puis qui vit un peu comme un pacha à Auroville, ça existe, il y en a aussi, hein. Faut pas se les cacher. On va pas le juger, quoi. C'est son problème, c'est à lui de comprendre et à lui de changer, et on va pas lui donner des leçons, hein. On lui fera pas la leçon. Donc on arrive à vivre en harmonie, quoi. La gauche, la droite, tout ça, ça n'existe pas ici, hein. Mais je comprends qu'en Occident, il faut se bagarrer. Et d'ailleurs, là où on est, il faut se battre. Nous, on s'est battus et on continue à se battre ici sur des problèmes très mesquins, personnels, imbéciles que l'on a en nous-mêmes, hein. Il faut se battre constamment. Comment sont résolus les problèmes de la communauté? Il y a des assemblées générales, il y a une gestion comme ça qui est faite au quotidien, hebdomadaire. Comment ça se passe, ça? Oui, c'est ça. Il y a des assemblées générales, ce qu'on appelle ici les pour tous meetings. Pour tous meetings, joli. Où tout le monde, où tout le monde peut aller assister, aux
problèmes qui sont évoqués à ces moments-là, aussi bien sur les visas ou sur l'admission, ou je sais pas, sur l'économie, ou des choses des fois même très triviales. Bien sûr. Et donc on y prend des décisions à l'unanimité, ou des fois même sans unanimité, parce que personne se prononce vraiment. Donc on essaie de les passer, parce qu'il y a des gens qui sont dans une sorte de gouvernement, quoi. C'est pas un gouvernement, mais c'est une sorte de gouvernement. On essaie de les passer, mais si la collectivité ne suit pas, elle tombe à l'eau toute seule, quoi. C'est pas, ça devient pas une loi obligatoire pour tous. Si ça marche, ça marche. Ça veut dire que la collectivité est arrivée au moment où elle désire faire certaines choses. Maintenant, si l'individu qui constitue la communauté n'est pas prêt à vivre ou à expérimenter certaines choses, elles vont tomber d'elles-mêmes. Elles ne pourront pas se réaliser. C'est ça la grande chose d'Auroville, quoi. C'est plein de sagesse, c'est ce que j'allais vous dire, oui, c'est vraiment... Oui, c'est la grande chose d'Auroville, c'est que on n'impose rien et pourtant, vous voyez, ça fonctionne, quoi. Parce que 35 pays qui vivent ici, de toute nationalité, je vous dis, puis de toute tendance, hein, ça serait pas facile, hein, de faire vivre tous ces gens-là. Et ça marche bien, et il n'y a pas de clash, il n'y a pas de... Pas de haine, il suffit de regarder les informations tout autour de la planète, hein. Oui. Ça, moi, ça me sidère, c'est... Bon, je veux dire, en même temps, il y a des choses merveilleuses qui se passent en Europe, hein. Je veux dire, et puis les altermondialistes et tous les gens qui veulent un autre monde, quand ils disent un autre monde est possible, c'est déjà des ébauches de quelque chose, hein. C'est déjà des ébauches de quelque chose. Les hommes d'État qui se réunissent pour créer une sorte de grande unité, ils veulent arriver à une grande unité, ou en tout cas ils veulent arriver à régler les problèmes du monde partout, alors que normalement ils ne devraient pas être concernés, c'est pas chez eux. Tout ça, il y a 50 ans, ça n'existait pas. C'est des choses fantastiques qui se passent, hein. C'est tout à fait vrai. C'est fantastique ce qui se passe en ce moment. Évidemment, il y a une dégénérescence terrible, une accélération de la dégénérescence. Je m'excuse d'employer ces mots-là, quoi. Mais il y a vraiment une dégénérescence, moi, ce que je sens, quoi. Et à côté de ça, il y a des forces nouvelles, il y a des gens qui veulent des choses nouvelles, qui s'impliquent partout. C'est extraordinaire à voir, quoi. Oui, il y a un courant humaniste qui est en train de vraiment prendre corps de plus en plus, selon vous. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et alors, Monsieur Janaka, comment fait-on pour devenir aurovillien? Anne, que vous connaissez, que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps, m'a dit on est, du verbe naître, on est aurovillien en fait. C'est difficile de le devenir. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis un peu d'accord avec elle. Je suis un peu d'accord. Plus largement, je dirais qu'on est à l'esprit, quoi. Vous voyez, je pense que tous les gens qui sont pour un monde nouveau pourraient devenir aurovilliens, à mon avis, quoi. Tout à fait, quoi. Bon, maintenant, celui qui se satisfait, évidemment, d'une pauvre vie, quoi, je veux dire, avec peu de choses et peu d'ambition et peu d'amour et peu de moyens et tout ça, bon, c'est vrai et encore, on n'en sait rien, quoi. Parce que moi, je peux justifier de ma vie, quoi, personnelle, quoi. J'ai démarré très bas aussi, hein, j'ai eu une enfance difficile. Mais c'est souvent les gens qui ont beaucoup souffert qui cherchent des choses dans la vie, où ils sont complètement détruits, où ils cherchent des choses nouvelles. Hein, ils cherchent un amour, une lumière, une vérité quelque part. Alors ils tournent un peu partout, des fois évidemment ils tombent dans des choses qui sont pas très très belles, mais ça fait rien, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'ils avancent, quoi. Qu'ils avancent, qu'ils aient pas peur de se tromper et qu'ils avancent. On l'a évoqué en filigrane un petit peu tout au long de notre conversation, mais la spiritualité est importante, est un élément important à Auroville. Je pense que oui. Pas la religion, hein. Je parle de spiritualité. Nous sommes la spiritualité, tout à fait. Et ça, c'est vrai. Je pense que sans cette dimension, effectivement, on passe à côté d'Auroville. On peut y vivre, hein. Certaines personnes peuvent y vivre ici. Encore qu'on peut pas savoir à leur place, hein, parce que la spiritualité, la vraie spiritualité, elle s'affiche pas. On peut pas le voir, quoi. La spiritualité du passé, effectivement, avec des robes blanches et puis voilà, toute une attitude. On disait, voilà, c'est un être spirituel, comme les gourous, etc. Mais si vous voulez, la spiritualité d'aujourd'hui et de demain, fortiori, c'est quelque chose qui ne s'affiche pas, qu'on ne voit pas, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait intérieur et personnel. Personne peut savoir qui fait le travail et qui ne le fait pas. D'autant que la spiritualité, je veux dire,
inspirée par Sri Aurobindo et la mer, c'est une spiritualité dans la matière. Hein. C'est pas le retrait de la matière. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'Auroville existe. Hein. Donc c'est une spiritualité dans la matière, avec les pieds bien sur terre. Hein. Et puis ça, je pense que si on n'a pas cette dimension-là, on passe à côté, quoi. Oui. Par exemple, vous nous avez parlé du Mantri Mandir, qui est le temple qui est au centre d'Auroville. Oui. En quoi consiste, définissez-nous ce lieu, en quoi est-ce qu'il consiste? C'est un temple, vous avez dit, sans Dieu, mais enfin bon, c'est un temple, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que c'est un temple. Mantri Mandir, ça veut dire, c'est le temple de la mer, en fait, mais pas la mer de l'ashram, hein. Ouais. C'est la mer universelle, parce qu'on est en Inde ici, il faut pas oublier, hein. Et donc la mer c'est un des pouvoirs du divin et qui est très très important. Et si vous voulez, le Mantri Mandir, c'est le temple de la mer en fait quelque part. Mais il y a pas de loi religieuse. Il n'y a pas de dogme religieux. Il n'y a pas de dogme aucun, quoi. Ouais. On peut pas faire un dogme avec ce qu'a dit Sri Aurobindo, c'est impossible, quoi. Il a été tellement universel qu'on peut pas faire de dogme, quoi. Et si vous voulez, c'est un endroit simplement pour apprendre à se concentrer, en fait. Les gens qui vont là, ils y vont 1 heure, une demi-heure, 2 heures, ils font ce qu'ils veulent. Ils y vont pour apprendre à se concentrer et puis à méditer, et puis voilà, quoi, c'est tout. Mais ils n'y vont pas pour aller adorer un dieu quelconque. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça le Mantri Mandir. Oui. C'est vraiment un lieu universel. Voilà, c'est l'âme d'Auroville en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Et une dernière question que l'on pose d'habitude quand on a la chance de discuter avec quelqu'un comme ça qui est dans un pays aussi éloigné et avec des noms de villes qui font rêver, Madras, Pondichéry, pas très loin d'Auroville. Quel temps fait-il ces temps-ci, Monsieur Janaka, chez vous? Il fait très chaud. Enfin, ça commence, la chaleur augmente. Il fait actuellement, il fait déjà aujourd'hui, il doit faire 31 degrés. Il a dû faire 31 degrés, quoi. 30 ou 31. Oui, il fait chaud. Il fait plus chaud que d'habitude. Il fait plus chaud que d'habitude. Et bon, nous sommes dans un havre de paix, hein, Auroville. Hein. Attention, nous avons une telle forêt immense que nous devons avoir quand même 2 degrés de moins que les autres. Ouais. Et puis, on a surtout beaucoup d'air et beaucoup de chlorophylle, quoi. Mais une ville comme Pondy, qui était la Hollande de l'Inde, il y a, moi quand je suis venu en 1969, tout le monde était en vélo à Pondichéry, hein. D'accord. Cet ancien territoire français où tout le monde était en vélo, dans ces rues calmes, c'était une merveille. Maintenant, c'est envahi par les motos, les voitures, c'est atroce, quoi. Et alors Madras, a fortiori, c'est pire encore, quoi. C'est invivable. Ouais. À tel point que même nous, quand on doit aller faire des courses à Pondichéry, heureusement nous avons tous nos magasins ici, chez nous, hein. On s'est recréé quand même une vie au sein de l'Inde, une vie à l'occidentale, ouverte aussi aux Indiens, parce que la majorité de la population aurovillienne est indienne. Hein. Oui, très bien. Et après, elle est française, mais la majorité de la population, elle est indienne. Hein. Donc, nous, on a recréé ici tout, hein, nos cinémas, nos théâtres, nos auditoriums, les écoles, les magasins, enfin, on a tout recréé ici pour avoir le moins possible à descendre dans des villes comme Pondichéry, qui sont infernales, quoi. Oui, ça, j'imagine. Il y a beaucoup de voitures à Auroville. Écoutez, il y en a trop à mon avis. Il doit y en avoir. Au niveau des individus. Je parle pas des taxis qui sont des taxis qui rentrent dans Auroville et qui déposer repartent, des gens et qui repartent. Mais sur 1800 personnes, il doit y avoir une dizaine de personnes qui ont une voiture, pas plus, quoi. Mais il y a beaucoup de motos, par contre. Oui. Avant, on était tous en vélo. Mais bon, on vieillit, hein, et puis bon, dans le temps, il n'y avait pas de moto, donc ou de mobilette, donc on pouvait pas les acheter. On était tous en vélo. Puis maintenant, presque, il y a encore des irréductibles. Hein. Il y a des gens qui ont plus de 60 ans qui sont toujours en vélo et qui pourraient s'acheter des motos, mais qui restent en vélo. Et sinon, ça, comme la ville n'est pas finie, la galaxie n'est pas terminée. On peut se permettre de rouler encore dans Auroville avec des engins motorisés, mais dans le futur, ça sera parfaitement interdit. Il n'y aura que des véhicules solaires ou autres. À énergie renouvelable, à énergie douce. Exactement. Et enfin, dernière question, comment peut-on devenir aurovillien? Vous voulez dire sur le plan
administratif, je veux dire, on peut pas arriver comme ça, bonjour tout le monde, poser ses valises et se dire, non, tiens, voilà, je vais m'installer là. Ce serait l'anarchie, là. Oui, on peut arriver en disant bonjour tout le monde, avec ses petits bagages, pour voir comment c'est. Voilà. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est de venir voir, venez quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a beaucoup de gens qui font même d'ailleurs, pendant plusieurs années, l'aller-retour, ils viennent 2-3 mois ici. Comme vous l'avez fait du reste. Moi je l'ai fait, j'ai fait 8 ou 10 fois ça. Hein. Ouais. Et je connaissais bien Auroville pourtant. Hein. Ouais. Mais j'avais des problèmes personnels en France, j'étais marié, tout ça, j'étais en instance de divorce, tout n'était pas facile quoi. Ouais. Mais donc c'est ça que va faire ce qu'on demande aux gens, c'est de venir voir quoi. Faut qu'ils viennent voir et qu'ils participent aux activités ici, quelles qu'elles soient. Hein. Quelles qu'elles soient. Ils doivent participer aux activités, voir comment ça se passe, et puis ensuite, une autre année, ou même la même année, hein, s'ils veulent, c'est faire une demande, déposer ici une demande pour devenir aurovillien. Alors, généralement, il n'y a pas de refus, hein. Il faut vraiment qu'on ait eu, j'en sais rien, que le type soit pédophile ou je sais pas quoi. Mais en général, il n'y a pas de refus, quoi. Et donc il va avoir 2 ans de probation. Hein. Pendant 2 ans, il va être là, il va vivre avec ses propres deniers. Et puis il va travailler et s'impliquer dans des activités collectives. Pour qu'il comprenne bien si ça correspond à son idéal ou s'il se sent capable d'aller dans cette direction, et autant vous pour lui que lui pour vous, quoi. Ça, tout à fait, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent le bec dans l'eau. Bien sûr. 1 an après, ils ont tout vendu en Europe et tout, puis finalement Auroville c'est pas pour eux, quoi. Donc ils sont obligés de repartir et ça crée des. Donc là, non, on leur demande vraiment de venir voir, de venir essayer, de vivre l'expérience. Et après, il n'y a aucun problème. Hein. Puis maintenant, les Français, par exemple, nous avons obtenu la possibilité d'avoir des visas de 5 ans. Donc on a aussi des visas de 5 ans. On aimerait bien un jour avoir la double nationalité. Ça serait une bonne chose. Mais voilà quoi, parce que Auroville, c'est toujours Auroville, quoi. Ça dépend du gouvernement un peu. Hein, parce que ça est une fondation du gouvernement Auroville, votée par le Parlement indien. Le Parlement indien reconnaît Auroville tout à fait officiellement. Oui, en 1975, ils ont voté pour ça. Donc, au même titre que l'UNESCO l'avait fait. Hein. Mais bon, on aimerait bien un jour qu'on n'ait plus de passeport du tout, comme le Vatican, ou alors comme le Vatican, un passeport spécial aurovillien, qui serait bien. Mais enfin, ça faut pas trop en demander. Toujours est-il, c'est que on attend que les gens ici viennent s'impliquer, quoi, et puis qu'ils viennent donner leur génie ici et leur capacité de toutes sortes pour vivre l'idéal avec nous, quoi. Bien sûr. On attend. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Janaka, vraiment de nous avoir consacré ces quelques minutes. Et puis, écoutez, bonne route. Je vous souhaite vraiment bon vent. Merci. Et à très bientôt. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. J'avais presque envie de rajouter en direct depuis Auroville, mais non, malheureusement, nous ne sommes pas à Auroville, nous en parlons. Auroville qui se situe donc, je vous le rappelle, en Inde, à côté de Pondichéry. Et si vous avez envie de poser des questions à mes invités, ce soir à mon invité, écoutez, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300, Morad est au standard, pour vous donner la réplique, et puis ensuite vous passer à l'antenne si vous le désirez. Vous pouvez également m'envoyer des SMS comme l'a fait Rascal qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, la spiritualité c'est peut-être vivre et laisser vivre. Eh bien écoutez, c'est peut-être ça, mais ça n'est peut-être pas que ça non plus. Vincent Riquier, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Vous êtes artiste peintre, vous vivez à Toulouse, et j'avoue que avec Pierre, nous avons été ravis d'apprendre votre existence. On s'est dit chouette, un Aurovillien qui vit à Toulouse, il va pouvoir venir nous rendre visite et nous faire part de son expérience. On va écouter une interview que j'ai faite de votre maman Anne Riquier, qui est à Auroville actuellement. Donc elle nous racontera en quelques minutes son expérience sur place. Alors vous avez vécu à Auroville pendant combien de temps? J'ai vécu pendant 11 ans. 11 ans. De 1983 à 1994.
C'est-à-dire que vous aviez à peu près 18 ans jusqu'à 30 ans, quoi, à peu près. Voilà. Donc largement le temps de comprendre l'expérience Auroville. Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur les fondations d'Auroville, ceux qui ont initié l'esprit philosophique d'Auroville, et je vais vous demander de nous brosser le portrait de quelqu'un qui est célèbre dans le monde entier comme étant un grand mystique, un grand penseur, un grand philosophe, mais très peu connu en France, qui en Inde est aussi vénéré que Gandhi, c'est Sri Aurobindo. Qui était-ce? Sri Aurobindo est le fils d'un docteur de campagne, chez qui il était interdit de parler autre chose que l'anglais à table. Ah, donc déjà. Sri Aurobindo fait partie des milieux qui les premiers se sont intéressés à la science, au Nouveau Monde, j'imagine, et ouais. à l'Ancien. Ouais. Donc son père adorait l'écurie et il tenait à ce que son fils ait une éducation parfaitement occidentale. Très british, quoi, vraiment. On ne peut plus britannique, ouais. Au King's College, à Cambridge. Donc Sri Aurobindo est le portrait type de l'intellectuel de génie qui est arrivé à maîtriser le français, l'allemand, le grec, le latin. Ah oui, quand même. Aussi bien que ses camarades européens. Ouais. Alors il a eu plusieurs pseudonymes quand il était jeune et pauvre étudiant, parce que vraiment il a connu quand même la misère étudiante en Angleterre. Il était avec son frère, je crois. Il s'appelait Ackroyd, il se faisait appeler Ackroyd, ça devait être son nom de club ou je ne sais quoi. Ouais. Après il s'est fait appeler Zéro, je crois que le Zéro c'est une référence au bouffon, le double mortel du roi. Et il est devenu par la suite Sri Aurobindo, qui veut dire Monsieur Lotus en quelque sorte. Donc Sri est un préfixe honorifique, maître, ou je ne sais pas comment il faut dire, sensei, ou... Et Arvind de Aurobindo veut dire le lotus, la fleur de lotus, qui est le symbole même qu'on retrouve dans le sigle de l'ashram, qui ressemble un peu à la croix de David, mais qui au centre a un carré dans lequel on voit un lotus. Ouais, c'est quelqu'un de réalisé en quelque sorte, vraiment. C'est quelqu'un qui est un phénomène, il a atteint le nirvana en 2 jours. Et son maître est parti en courant quand il a vu la rapidité avec laquelle il a atteint ses niveaux de conscience supérieurs. Alors qu'il faut des années d'ascèse et d'expérience avant d'y arriver, enfin, en principe. Oui, en 2 jours. C'est la spiritualité traditionnelle et en général répulsive et ascétique et demande des années de patience. Donc, Sri Aurobindo a voulu révolutionner la spiritualité en disant le nirvana devrait être le point de départ au lieu d'être un point d'arrivée éventuel, après des années de souffrance, d'efforts, de sacrifices, tel que nous le percevons en général. Et lui, il a prouvé, il a atteint l'état de nirvana en 2 jours. Voilà. Ce qui est assez exceptionnel. Oui. Et il a eu un discours, et il a marqué de son empreinte vraiment beaucoup d'intellectuels et d'hindous en règle générale. Oui, puisqu'il a des sectateurs dans le monde entier, beaucoup en Inde, qui ont été d'un nombre assez suffisant pour créer des ashrams. Un ashram étant une maison dans laquelle on peut recevoir des invités, qui est suffisamment grande pour y faire vivre un certain nombre d'invités. Donc, dans les plus grandes villes de l'Inde, il y a en général un ashram Sri Aurobindo. Donc un ashram ressemble plus à un couvent. Dans un ashram, on s'isole du monde malgré tout, pour vivre près du maître. D'accord. Auroville a voulu être une expérience, a été conçue comme une expérience alternative, justement par la mer autour de laquelle l'ashram s'est construite un peu malgré elle. Et Sri Aurobindo, finalement, elle le dit entre les lignes à la fin de sa vie, dans le sens où elle a le sentiment que les Indiens n'ont pas su céder à l'esprit dévotionnel. Alors elle avait énormément de gens autour d'elle qui étaient empreints de dévotion, mais c'était pas exactement ce qu'elle attendait d'eux. La mère qui a avec Sri Aurobindo, qui était la responsable de l'ashram de Pondichéry. Oui. Alors la mère est un autre phénomène, un personnage assez, même certainement exceptionnel, puisqu'elle dit avoir
absolument tout fait dans le domaine occulte, ce pourquoi elle se porte un peu comme garante. En gros, elle nous dit ce n'est pas pour vous. Moi, j'ai fait ces expériences et je vous protège, mais vous n'êtes pas là pour essayer ça. Auroville, c'est autre chose. On n'est pas là-bas pour développer des pouvoirs personnels dans le but d'accroître votre jouissance personnelle ou votre besoin de domination personnelle. Et alors donc, c'est à travers leurs écrits qu'Auroville a été pensé et né finalement, c'est ça? Oui, Sri Aurobindo a eu l'idée d'Auroville en 1914. Au fond, je ne veux pas dire que c'est la Société des Nations en est une vague conséquence, mais c'est un peu ça. Sri Aurobindo a vu la situation du monde, il a compris que c'était un monde capitaliste qui allait courir forcément à sa perte, tel qu'il était parti, en créant des machines et au nom de la science et de la technologie, de penser qu'on allait trouver toutes les solutions à l'essor de la société humaine. Alors il s'est dit, il faut commencer à propager l'esprit d'unité pour que les gens, au lieu de faire la guerre, en tout cas, fassent quelque chose de mieux. C'était vraiment un précurseur, 1914, vous nous dites. Oui. Donc c'était vraiment un précurseur et un génie de la pensée humaine, parce qu'il avait déjà anticipé ce qu'on va voir peut-être dans 30, 40 ans maintenant. Oui. Parce que malgré tout, on comprend, à force de lire leurs écrits, qu'Auroville a été, dans un but ultime, a été conçu justement pour éviter éventuellement un troisième conflit fatal. Et comme nous l'a dit Janaka, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques instants, donc qui était en direct depuis Auroville, Auroville est reconnu par l'ONU. Oui. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est un projet tout à fait officiel qui a été inauguré en 1968 avec une inauguration digne des Jeux Olympiques. Il y avait un représentant de chaque pays avec un fanion, un peu de terre de sa terre natale, de son pays. Il est venu déposer dans une urne qui a été faite par un artiste italien en marbre et dans laquelle repose la terre de tous les pays. Vous l'avez vue cette urne? Oui, on peut la voir tous les jours. Elle est à côté du matrimondir. Il y a le matrimondir qui est cette énorme boule qui ressemble au centre Epcot à Walt Disney, mais qui a mis 10 fois plus de temps à être construite. Et autour, il y a des jardins et un grand amphithéâtre un peu elliptique. Au centre de cet amphithéâtre, il y a une urne très jolie avec des petites tassettes de marbre qui ont été accolées. Et chacun a déposé la terre de son pays natal dedans. Alors tout le monde était habillé en blanc avec des baskets, ça faisait un peu Boy Scout, vous savez. C'était très mignon. Effectivement. Mais bon, alors ça fonctionne quand même. Alors revenons à votre expérience. Vous nous avez dit que vous êtes arrivé à Auroville, vous aviez 18 ans en 1983. Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé là-bas? Alors pour raison familiale, dans ma famille, il y avait quelqu'un qui se passionnait pour le yoga et l'Inde et aussi le bouddhisme tibétain, qui est ma maman. Elle est d'abord allée en Inde en 1976 dans un but particulier pour suivre une formation de Hatha Yoga, de Yoga Dipika, pour l'enseigner en France par la suite. Et elle l'avait connue Auroville de manière périphérique. Puis elle s'est mise à s'intéresser de plus en plus à la philosophie de la mère et Sri Aurobindo. Elle a aussi été responsable à une époque de l'association d'Auroville à Paris. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'histoire d'Auroville. Puis elle a rencontré un Aurovillien dont elle est tombée amoureuse. Elle a voulu tout quitter pour aller vivre avec lui. Mais avant de partir, au fond, elle m'a envoyé un peu un éclaireur pour que je voie ce que c'était, comme la possibilité d'y aller à ce moment-là. Je l'ai fait, seulement elle ne pensait pas que j'allais rester. Oui, parce que vous étiez à Paris. Oui. Vie d'étudiant plutôt sympa finalement à Paris. Oui, ça se passait très bien pour moi. Vous veniez de finir Cagnes, c'est ça? Oui, c'est ça, je faisais la préparation en tout cas. Je faisais la préparation en normale supérieure. J'ai été doué pour le dessin par ailleurs, les langues. J'ai eu un moment de doute tout d'un coup. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire les lettres? Est-ce que c'est plutôt l'art, l'aventure? J'ai choisi l'art, l'aventure.
Je suis parti à Auroville comme on saute en parachute la première fois, sans trop savoir ce qui allait m'arriver. Avec l'inconscience de la jeunesse, finalement. Oui, voilà, et la chance du débutant et l'inconscience de la jeunesse. Et je suis tombé là-bas, finalement, dans un petit paradis très primitif. Ça, je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi vétuste. Parce que, vous savez, en premier, vous voyez la maquette de Roger Anger, qui est très futuriste. Alors moi, j'étais comme... Roger Anger, c'est l'architecte qui a conçu l'urbanisme d'Auroville, c'est ça, hein? Oui, c'est lui, c'est ça. Et qui a un dessin très particulier. On y reviendra tout à l'heure. Alors, racontez-nous vos premiers pas dans Auroville, quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vos yeux ont vu, les premières images que vous avez aperçues? Alors d'abord, vous voyez cette terre rouge qui est de la latérite ferreuse, donc tout ce qu'il y a de plus infertile, de plus tachant. Oui, ouais, ça alors va. il y en a partout, vous en avez dans les narines, sous les ongles, très vite. Et vous pensez voir des bâtiments modernes, très blancs, épurés, avec des gens blancs peut-être, la lumière leur sort par les oreilles. Et non, vous voyez des espèces de cahutes qui ressemblent à une reconstitution de Conan le Barbare. C'est vrai? Ah oui, ou un film peut-être sur les premiers Gaulois, l'origine de nos ancêtres. Enfin, ça a l'air très primitif. Vous demandez où sont ces Aurovilliens. Vous avez l'impression que vous êtes tombé en pleine campagne tamoule. Et puis on vous dit, oh, par là-bas, il y a un petit chemin, au bout il y a un Allemand qui a fait sa maison, là-bas il y a un Hollandais, un Australien, là il y a beaucoup de Français. Et petit à petit, vous vous rendez compte que au milieu de ces buissons, il y a des tas de gens qui sont très bien protégés, qui essaient de trouver de l'ombre et qui construisent des petits havres de paix, Ouais. finalement, en étant des squatteurs. Puisqu'on peut dire qu'Auroville est une expérience pionnière de gens qui ont squatté des terres... complètement infertiles des et terres infertiles, inutilisables. Donc, voilà, inutilisables. Ouais. Donc il y a une société financière indienne qui a pris ça en main et finalement qui a commencé, je ne veux pas dire à recruter, mais à chercher des gens pour aller s'y installer finalement. Donc beaucoup d'Européens ou de voyageurs qui étaient par là à ce moment-là ont pu entendre parler d'un endroit où ils pouvaient aller s'installer si vous voulez. Oui, donc, je pense que ça a commencé un peu comme ça. C'est un peu la conquête de l'Ouest, c'est ce que vous êtes en train de nous raconter. Ah oui, c'est la conquête de l'Ouest. Donc au début, c'est pour les vrais hommes qui creusent des gros trous avec leurs petits bras. Ah oui, oui, oui. Ah oui, très musclés. Alors, au début, vous avez des ampoules partout au bout d'une demi-heure, même pas. Vous savez, on vous donne une baramine, il faut creuser des trous, faire des puits, faire venir l'eau. Ouais. Donc beaucoup d'Américains ont aimé cette expérience parce qu'ils ont un esprit de pionnier, c'est vrai. Donc les tout premiers ont quand même été des Américains qui ont fait les premières canalisations, le premier puits, première maison en dur. C'est une Anglaise qui a fait la première maison en pierre. Ouais. Indestructible, elle est toujours là. Un Américain a fait la première maison avec un peu des petits murets quand même, à mi-hauteur, vous voyez. On a mis quand même le toit pas en bois de pâle, en bois de pâle, mais avec des tuiles. Oui. Ça commençait à être luxe, là. Ça, c'était grand luxe, oui. C'était devenu, moi, quand j'y suis allé, j'y ai habité, c'était le monument classé de la communauté. Ah ouais. S'effondrait. Les termites, d'ailleurs, arrivaient jusqu'au sommet. Vous imaginez, j'avais jamais vu ça. Les termites montaient sur la faîtière. Mm-hmm. Et elles rentraient dans les poutres de la toiture. D'accord. Il doit plus rien en rester de cette maison. Non, elle a été détruite, c'est vrai. Bon, vous restez avec nous, Vincent Riquier, une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour que vous continuiez à nous faire partager comme ça cette expérience aurovillienne et nous apprendre ce que vous y avez trouvé, ce que vous avez vécu, en quoi est-ce qu'elle vous a enrichi. Peut-être déçu également, je ne sais pas, puisque à l'âge de 30 ans, vous avez décidé de revenir en France. Si vous avez envie d'y retourner, peut-être par la suite, et puis vous nous ferez vivre vraiment de l'intérieur cette conquête de l'Ouest, entre guillemets, que vous avez vécue là-bas, à côté de Pondichéry. À tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Direction Auroville, une ville qui a
vécu, qui vit encore sur une idée tout à fait utopique qui est très très belle de l'unité de l'humanité. C'était un message très fort d'un grand penseur hindou, Sri Aurobindo, qui d'ailleurs a donné son nom à cette ville, Aurobindo, Auroville, et la mère qui était la responsable de l'ashram de Pondichéry, qui a donc lancé cette idée d'Auroville avec Sri Aurobindo et Vincent Riquier qui a vécu donc combien m'avez-vous dit 11 ans là-bas, 11 ans à Auroville. Mathieu nous a montré les photos de quelques photos d'Auroville. Au niveau architecture, ça a l'air très très beau par rapport à ce que vous avez vécu quand vous êtes arrivé, où c'était des cahutes, c'était l'ère gauloise, quoi. C'est ce que vous nous racontez, hein, vraiment. Oui. Le petit village d'Irréductible. Ouais. Alors ça a dû beaucoup changer depuis. Il y a sûrement des tas de bâtiments que je ne connais pas. La nature aussi a grandi. Quand j'y suis retourné il y a déjà 8 ans, je veux pas dire qu'il y avait des sous-bois, mais on y arrivait. Ouais. Vous aviez déjà les arbres qui presque se rejoignaient au-dessus de certaines routes. Ouais. Donc, vous savez, encore une dizaine d'années, ça va être vraiment l'oasis, même presque fermé. Ouais, ce sera vraiment magnifique alors que c'était un plateau où rien ne poussait avant. Semi-désertique, oui. Ouais. Rien ne poussait avant. Je pense qu'il y avait des arbres pour la marine qui ont tous dû être utilisés par les Anglais, les Français quand ils sont installés à Madras et Pondichéry, à l'époque de Duplex. Ouais. Alors, vous viviez où? Alors, j'ai débarqué dans en arrivant là-bas, dans la communauté de Jaima, qui était une communauté qui était à la lisière, je dirais, de la ville et de ce qu'on appelle la ceinture verte, qui est la ceinture agricole, où sont toutes les communautés, où il y a une petite production agricole, soit de lait, ou de fruits, ou de riz, de poissons, enfin, de ce qu'on peut produire. Ouais. Parce qu'Auroville essayait à l'époque d'être autosuffisant, ce qui est très difficile à réaliser. Malgré tout, on dépend pour la plupart des denrées de l'Inde quand même, de Pondichéry, d'accord, du reste de l'Inde. Ouais. Donc j'ai débarqué à Jaima, c'était une communauté d'hommes, de gros costauds. Il y avait qu'une femme, une bengali, qui était danseuse, qui avait une petite fille. Et elle aussi, elle vivait avec tous ces gros costauds toute la journée, qui avait toujours les mains pleines de cambouis parce qu'il fallait aller réparer le puits tout le temps. Qui se cassaient, c'était des éoliennes. Alors vous savez, là-bas les matériaux sont peut-être pas aussi solides qu'ici, donc vous pouvez faire tomber un boulon, il se casse. Vous achetez du métal, on ne sait pas très bien combien de temps il va tenir. Donc je me souviens que ces tiges se cassaient très souvent et il fallait presque tous les 2 jours monter sur cette tour, faire du travail de maintenance. Ouais. Et vous dormiez où? C'était. Alors j'avais une petite capsule, ce qu'ils appelaient une capsule, c'est-à-dire une petite guitoune qui est sur des pilotis. Oui. C'est le genre de construction que font les pêcheurs sur la plage là-bas, évidemment, pour pas être embêtés par les animaux et par l'eau lors de la marée montante. Donc à l'époque, on pouvait se faire construire une petite maison comme ça pour même pas 100 francs, pour 100 francs. Ouais. Vous pouviez louer une équipe de 3 hommes, ils venaient avec le matériel, quasiment dans la journée, ils construisaient votre petite maison. Ouais. Et avec des matériaux qui viennent quasiment tous de la palme, du palmier. Ouais. Et ça faisait quoi comme superficie à l'intérieur? Alors, une petite pièce, non? C'est quoi? Oui, c'était quand même tout petit, hein, c'est suffisant, c'est même pas 2 mètres sur 3. Ah oui. Non, quand même. Au début, ça veut dire de quoi mettre son lit, sa brosse à dents. Ah, c'est tout, quoi. Oui, au début, c'était voilà. Vous savez, au début, vous êtes ce qu'on appelle le newcomer. Vous êtes nouveau venu, touriste, nouveau venu, 6 mois. Puis si vous décidez de rester, vous avez une espèce de période probatoire d'1 an. D'accord. Et là, vous passez ce que j'appelais une espèce de conseil de classe où des gens très avisés essaient de sonder les motivations profondes de votre intérêt pour la chose. Très bien. À la suite de quoi vous étiez accepté? Il devait y avoir très peu de rejets, j'imagine. Enfin, Non, à moins que vous disiez que... Oui, vous êtes fasciste. Vous venez là-bas parce que c'est une communauté apparemment sympa, où il y a plein de hippies, c'est un peu comme Goa, bon, peut-être... là ils disent ça vous correspond pas trop, quoi. Ouais, d'accord. Et alors l'état d'esprit quand vous êtes arrivé, on vous a appris un petit peu en quoi ça consistait. Voilà, puisque très vite on m'a montré que j'étais notre
petits Européens très très égoïstes, parce que je crevais de faim, je dois vous dire. J'avais 18 ans, j'étais en pleine croissance. Ouais. Il y avait 10 bananes, j'ai dû manger 7 bananes. J'ai mangé toutes les bananes de la communauté, quoi. Voilà. D'accord. Donc très vite, j'ai dû apprendre à partager le peu qu'il y avait. Le lait, il était pour le petit bébé, il n'était pas pour les adultes. Je prenais du lait. Je faisais du sport, donc c'est vrai que j'ai un peu manqué de nourriture. Ça, c'est vrai. Au début, je souffrais la nourriture était trop pauvre, quoi, pour moi à cette époque-là. Ouais. Donc, je me dépensais physiquement. Puis j'ai dû m'adapter au climat. Au début, j'étais très vite fatigué. Je faisais du sport une demi-heure, j'en pouvais plus. Je transpirais 1 litre d'eau. Il fallait que je dorme après 1 heure. C'était éprouvant pour moi pendant, on va dire, 6 mois. Puis après, je commençais à m'habituer. Ouais. Et alors, quels ont été les rapports en tant que nouvel arrivant, newcomer, comme vous dites, avec ceux qui sont établis là? Ils vous guident, ils vous donnent des conseils. Ça s'est passé comment? Alors, j'ai essayé d'aller vers les gens de mon âge. Ça n'a pas été très facile parce que j'ai été perçu comme un peu un dandy parisien. Et eux, c'était un peu Tom Sawyer, enfin des enfants des bois, quoi, qui ramassent des lézards, qui montent à cheval à cru, qui baragouinent un peu toutes les langues, mais qui ont d'énormes carences, ils savent pas écrire, pas lire, donc un complexe. Enfin, je sentais qu'ils avaient un complexe intellectuel vis-à-vis de moi qu'ils n'avaient pas à avoir, parce que je les prenais pas plus de haut que ça. Moi, je voulais avoir des amis, mais ça a été un peu difficile, disons. Donc, j'ai eu des amis un peu plus âgés. Je me suis retrouvé entre 2 âges. Parce qu'il y avait d'une part, vraiment des jeunes un peu trop jeunes, qui étaient des adolescentes, des jeunes adolescents, qui étaient les enfants des premiers Auroviliens. Et après, les Auroviliens eux-mêmes, qui étaient là depuis plus longtemps que moi, donc qui avaient quand même quelques bonnes années de plus que moi. Ouais. Mais malgré tout, c'est vers ces gens-là c'est ces gens-là qui m'ont accepté plus facilement. Mais malgré tout, j'ai connu très vite beaucoup de gens. Ouais. Et je me suis senti accepté par au moins une 50aine de personnes en même pas 3 mois. Donc, je dirais que j'ai très vite pu m'intégrer. Ouais. Et comme déjà je parlais un peu l'anglais, ça m'a aidé. J'ai fait des progrès énormes très vite. J'ai pu aussi apprendre d'autres langues en fréquentant des Italiens, des Allemands. La langue là-bas, c'est l'anglais quand même. Le français, l'anglais, voilà, et le tamoul. Oui. Donc c'est l'anglais quand même pour la plupart des choses. Et un anglais, je dirais, technologique et administratif. Oui. Alors la structure hiérarchique, si tant est qu'il y en ait une, elle fonctionne comment? Donc a priori, tout le monde perçoit la même chose à partir du moment où il travaille 5 heures par jour pour la communauté. Donc on va dire tout le monde a la même paye, qui vous permet de faire face aux besoins les plus urgents, sans plus, indépendamment de son activité. Ouais. C'est je dirais, le contrat de base. Si vous ne voulez rien faire pour la communauté, à ce moment-là, vous ne demandez rien à la communauté. Si vous avez de quoi subvenir à vos besoins, très bien. Ça marche comme ça. C'est un deal tout à fait honnête. C'est clair comme ça, oui. Ouais. Et si vous n'avez pas de moyens, bien c'est logique, vous faites quelque chose pour la communauté. En échange, la communauté vous loge et vous nourrit un minimum. Ouais. C'est le contrat de départ. Ouais. Et vous choisissez votre activité, votre travail, ou la communauté vous dit voilà, on a besoin de personnes là ou là. C'est la difficulté de la communauté. Par exemple, quand je suis parti, la communauté avait besoin d'investisseurs plus que de formateurs expérimentaux, de gens qui vont aller s'occuper des fleurs. Mais c'est difficile. Auroville, ça ne sait pas le faire. Auroville n'a jamais pu vraiment dire, en vérité, si on est honnête, on cherche tel profil. Ouais. C'est difficile. Parce que ça ne correspond pas à leur philosophie non plus. Voilà. Auroville n'est pas non plus un chasseur de tête ou un entrepreneur. Évidemment. Donc, a priori, les gens sont sélectionnés en fonction de leur motivation sincère, leur bonne volonté et leur facilité à s'intégrer, disons, à créer un minimum de problèmes. Ouais. Dites-moi un petit peu, parce que j'en ai parlé avec Janaka et avec Anne Riquet, votre mère, on en parlera tout à l'heure, mais l'argent, est-ce que c'est pas un problème? Parce que vous vivez avec de l'argent, évidemment, il en faut, puisque vous nous dites, vous faites 5 heures de travail pour la communauté, et la communauté vous paie une somme donc qui vous permet de vivre. Disons, c'est comme si tout le monde était RMiste et n'a pas de loyer à payer. Ça correspond à peu près à cette situation, vous voyez. Donc,
A priori, tous les gens qui ont eu des enfants et ont eu besoin d'un peu plus ont commencé des activités cottage industry, à faire des petites activités de commerce pour gagner un peu plus. Ouais. Moi, je l'ai perçu de la sorte. Ouais. Et au fond, bon, célibataire, pouvez vivre plus longtemps comme ça, avec peu d'argent, et avoir une activité et vivre comme ça. Quelles sont les règles de vie en communauté, justement, à Auroville? Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a une police, par exemple? Voilà, tout le problème est là, dans la mesure où les Aurovilliens devraient être conscients, ils ne devraient pas avoir besoin de police. Bien sûr, s'il y a une police, c'est le but, en tout cas. S'il y a une police, il y a une armée encore, c'est que la majorité, on n'est pas assez conscient dans la totalité pour se passer quand même de garde-fous. Donc non, il n'y a pas de police à Auroville. Il y a un conseil de sages de 12 personnes, a priori de confiance, qui sont là pour trouver des solutions aux crises. Chaque communauté a un représentant, on va dire, à l'assemblée, si vous voulez, d'une commune. Et cette assemblée, donc, est dirigée par une douzaine de personnes. D'accord. On appelle ça le conseil exécutif. Et qui gère donc qui vont prendre qui vont donner les grandes directions. Et après, c'est comme n'importe quelle petite société. Vous avez une administration, vous avez des organisations sportives, vous avez... oui, comme dans une ville normale, je dirais. Oui, le service de réparation pour réparer les puits, le service des eaux, enfin, vous avez tous les services et les activités d'une petite société, une banque, un pot, une épicerie. Oui. Vous appelez ça un pot? Oui, le pot, ceux qui s'occupent de l'intendance. D'accord. Très bien. Vincent Riquet, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler cette fois-ci peut-être un peu plus de l'aspect spirituel, parce que je sais que c'est très important à Auroville, et on parlera de ce matrimandir, de ce magnifique bâtiment qui est au centre d'Auroville. À quoi sert-il et à quoi ressemble-t-il? On va en parler dans quelques minutes. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Si vous avez des questions à poser à mon invité Vincent Riquet sur Auroville et son mode de vie, ou si vous-même, qui nous écoutez, avez eu l'occasion d'expérimenter peut-être un mois ou deux à Auroville, votre témoignage est le bienvenu. Venez nous enrichir de votre expérience ou des questions que vous vous posez. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore vous pouvez intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Vincent Riquet, donc, est artiste peintre qui vit actuellement à Toulouse, est en ma compagnie puisqu'il a vécu une dizaine d'années, un peu plus, à Auroville. Parlons de ce qu'est le matrimandir. Ça consiste en quoi? D'abord, c'est le centre, vraiment, d'Auroville. C'est le centre symbolique, le centre spirituel, c'est la matrice, c'est Matrix. Vraiment. Matrix, c'est mandir, matrice, c'est la matrice maternelle. Et au centre de cette boule, il y a un cristal qui a été un des plus gros cristals qui a été fondu par Zeiss. Il a fallu 2 ans pour le faire refroidir. Donc c'était déjà une première technologie, ça n'avait jamais été fait. On a vu les photos, c'est magnifique. Oui. C'est d'une pureté à l'intérieur. Le dôme, donc c'est une boule à l'extérieur qui est entièrement dorée, c'est couleur or. Et à l'intérieur, c'est totalement blanc et on a l'impression que tout est transparent avec un socle sur lequel est ce cristal qui est de la grandeur d'un ballon de foot à peu près, ou d'un ballon de basket, quoi. C'est vraiment très gros. Oui. Il est d'une seule pièce. D'une seule pièce. Alors ça n'avait jamais été fait, ça pose des problèmes de refroidissement et de réchauffement, c'est-à-dire de changement de température. Donc il a fallu faire des études très coûteuses pour savoir comment aller refroidir un cristal de cette taille. Fondu comme ça. Voilà. Alors, donc il y a plus de plomb, qui contient plus de plomb que du verre, évidemment. Ouais. Donc ils ne savaient pas forcément comment le plomb allait réagir. Et alors, à quoi sert ce lieu? Puisque c'est vraiment le noyau d'Auroville. Avant d'être une attraction touristique, c'est un lieu de méditation profonde. Oui, on est d'accord. Où vous pouvez aller vous recueillir. Si vous avez une question particulière qui
au travail, ou si vous avez besoin d'une atmosphère spéciale, ou tout simplement pour être au frais, parce que c'est un des endroits où il fait frais. Ouais. Et vous pouvez y aller, j'imagine, a priori à n'importe quel moment. Je ne connais pas plus les horaires. Mais de façon de mon temps, ce n'était pas encore fini, c'était encore en construction. C'est une construction très longue, quasiment pharaonique. J'ai vu des photos des premiers Auroviliens qui ont commencé à creuser avec leurs mains le trou du matrimondir, comme on l'appelait à l'époque, avec des petites pioches et des espèces de gamelles dans lesquelles on fait passer la terre qu'on a creusée. Aucune machine n'est intervenue dans la construction du matrimondir, je crois. Au tout début, non. Après, quand même, il a fallu faire au moins quelques machines pour couper les cassettes de marbre, pour couper les tiges pour le béton armé, mais une grue, au moins une grue. Mais des moyens quand même assez archaïques pour une construction de cette taille, et en plus sphérique. Et j'ai assisté à des meetings de 8 heures pour décider si on allait mettre des triangles en marbre, des écailles en or, en plexiglas. Ça a été très long, très douloureux. Il y avait des batailles terribles au sein de ce matrimondir, qui est quand même un peu le sacro-saint, le temple. Donc vous pouvez imaginer l'enjeu pour les gens qui étaient voués corps et âme à sa construction. Et alors, vous dites le temple, donc ça veut dire que c'est un lieu spirituel. Oui. Est-ce qu'il est dédié à une religion particulière? Non, a priori, Auroville conçoit la spiritualité comme une expérience personnelle qui n'est pas nécessairement contrainte par une pratique. Donc, la religion est laissée à la discrétion personnelle. À Auroville. Vous ne devez pas faire de prosélytisme, et Auroville n'est pas considéré comme une religion. Mettons, vous ne devenez pas hindouiste parce que vous allez à Auroville. D'accord. Donc, ce qui fait que au sein de ce matrimondir, vous nous décrirez l'intérieur après, mais peuvent méditer, prier, se recueillir, enfin je sais pas, toutes sortes de personnes, qui soient bouddhistes, qui soient juifs, qui soient musulmans, qui soient catholiques, qui soient protestants ou ce qu'ils veulent, quoi, finalement. Exactement. C'est vraiment un lieu universel. Oui, c'est le but d'Auroville, déjà d'élargir les horizons le plus possible et de trouver une unité. Et quand même, me semble que le mot-clé de la philosophie de Choromido-Lamer, c'est la synthèse. Il voit l'intelligence dans la capacité de trouver un centre à partir duquel on peut organiser les éléments différents, divers de sa vie. Oui, d'où l'importance du matrimondir, évidemment. Oui. Est-ce que vous y êtes allé, vous, à l'intérieur? Alors, j'y suis allé la dernière fois en 98, oui. Et là, la pièce intérieure était finie. L'écorce n'était pas finie, mais j'ai pu voir la pièce intérieure. Donc, c'est une immense salle marmorique avec des colonnes qui sont là sans soutenir réellement. Elles n'ont pas de fonction pratique, mais elles sont là symboliquement. Elles sont 12, je crois. Et au centre, vous avez ce cristal sur lequel doit venir a priori la lumière à midi à travers un orifice qui est à son zénith. D'accord. Et vos sensations, vos impressions en étant dans ce lieu particulier? Il y a une sensation hiératique qui est due au bâtiment lui-même. C'est-à-dire? Sacrée et un peu inquiétante, parce que vous, tout d'un coup, vous êtes dans une pièce quand même presque hermétique. Mais c'est peut-être le symbole. La pièce est presque quasiment hermétique, mais vous avez quand même une ouverture au sommet par laquelle filtre la lumière. Et vous aspirez en quelque sorte à la lumière, à sortir par cette porte qui est au sommet. Mais j'ai pu avoir des moments de grand calme ailleurs dans Auroville, pas nécessairement dans ce lieu particulier. Des moments de grand calme où ailleurs dans Auroville? Chez moi, par exemple, là où j'habitais, à différents endroits, dans la nature d'Auroville, ou dans la mer. Et vous disiez tout à l'heure au démarrage, lorsque vous nous avez présenté un peu plus avant Auroville, que c'est un architecte particulier qui a tracé
l'urbanisme d'Auroville. Alors, expliquez-nous en détail ce qu'il voulait faire. Et est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours le projet d'Auroville? Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire au départ? Roger Anger voulait faire un plan de masse qui représente une galaxie, dont les bras seraient agencés et tourneraient autour du Matrimandir, qui est en son centre. Ouais, comme une sorte de spirale, donc c'est ça, hein? Exactement, de spirale, avec, je crois, 4 bras, qui seraient de longs bâtiments de plusieurs kilomètres de long, et entre ces bâtiments, il y aurait les différentes zones d'Auroville, zone culturelle, zone internationale, zone résidentielle, et autour, la dite ceinture verte. Et zone industrielle aussi. Et des bâtiments de plusieurs kilomètres de long? Oui, il y avait des bâtiments de 1 kilomètre de long, en tout cas, plus d'1 kilomètre de long. Ouais. En arc de cercle, donc. Oui, des paraboles qui naîtraient du mouvement, dont le momentum est au centre de la galaxie. Ouais. Et quel est le degré d'aboutissement maintenant? Est-ce que ces bâtiments d'1 kilomètre de long en arc de cercle ont commencé à être bâtis ou pas? Où est-ce qu'ils en sont? Alors, Roger Anger était encore un assez jeune architecte à l'époque. Il n'avait pas d'expérience vraiment dans des pays tropicaux. Et il pensait pas que il n'avait pas réalisé que la nature était aussi dévastatrice. Donc il y a eu des cas de figure dans lesquels certains éléments du toit, par exemple, ont été propulsés à 1 kilomètre, 2 kilomètres de distance. On les a retrouvés sur la plage, à la première bourrasque ou au premier cyclone. Et que le sol allait bouger énormément et ferait craquer la plupart des bâtiments. Donc Auroville, et j'ai trouvé un terrain de construction très difficile. Parce que le terrain est à la fois dur comme de la brique quand il pleut pas pendant l'été, et puis il devient comme une éponge pendant l'hiver. Super. C'est vraiment l'idéal, quoi. C'est l'idéal. En 2-3 moussons, votre maison craque, les fondations risquent d'être pillées. Ouais. Donc ils ont abandonné le projet pour l'adapter au mieux? Non, c'est une cause historique qui a fait que le projet de Roger Anger n'a pas abouti, ce qui est au fond son grand regret, qui a fait qu'il a quitté Auroville pendant plus de 20 ans. Il a boudé Auroville pendant 20 ans à peu près, il est retourné après par la suite, parce que son projet s'est réduit à 4-5 bâtiments, mais à peine une dizaine de bâtiments, on va dire, parce que la société privée de bailleurs qui s'est occupée d'Auroville au début a coupé les vivres à Auroville, parce que les Aurovilliens se sont rebellés, ont décidé qu'après tous ces gens ne possédaient pas Auroville. Oui. Ce qui est en vertu de la charte d'Auroville, des principes d'Auroville est juste. Donc les Aurovilliens ont fait leur petite révolution, mais ces gens-là ont dit, très bien, vous n'êtes pas gentil avec papa, donc papa vous donnera plus de gâteaux. Très bien. Alors, vous avez parlé de la charte d'Auroville. Oui. En ce qu'elle consiste? Alors le point que tout le monde retient facilement est le premier point qui est celui de la bonne volonté. Auroville est basé sur la bonne volonté personnelle de quiconque veut essayer de changer sa vie, qui a priori a des difficultés avec la vie ordinaire, habituelle qu'il connaît, là d'où il vient, et qui est prêt à partager, surtout à se donner. Alors c'est la notion la plus difficile à vivre et à découvrir, c'est le don de soi. Parce que malgré tout, surtout quand on était un jeune homme comme moi, on est quand même en premier lieu obsédé par sa satisfaction personnelle et la réalisation de ses désirs ou de sa volonté. Bien sûr, ouais. Et vous devez en même temps apprendre à vous donner sans intérêt, sans rien attendre, sans espérer ni de récompense matérielle, ni forcément de récompense morale. Ni de merci, c'est voilà. Le don pour le don, quoi, pour la joie du don, point. Exactement. Donc c'est déjà une épreuve un peu philosophique au début. On essaie de comprendre comment faire. Au moins déjà on se donnait dans un domaine qu'on a choisi. Donc pour répondre à ce que vous me demandiez tout à l'heure, vous avez 1 an à peu près pour définir ce que vous voulez faire, dans quelle activité vous voulez travailler, dans quelle zone vous voulez habiter, en gros quels sont les gens avec qui vous allez bien vous entendre, et commencer à vous installer plus définitivement à Auroville. Ouais. Et au bout d'1 an seulement, donc vous pouvez être payé par Auroville, par la communauté. D'accord. Donc on va dire que la première année est à vos frais.
Mais cette expérience de don, est-ce que les Auroviliens qui sont là depuis longtemps, vous, quand vous êtes arrivé, il y avait déjà des Auroviliens qui avaient quelques années quand même derrière eux. Vous êtes là depuis 15 ans déjà. Voilà, vous êtes resté plus de 10 ans. Est-ce que vous l'avez acquis, cette faculté de don? Parce que c'est pas évident, ça. Non, c'est pas facile du tout. Je sais pas, voilà, et je peux toujours me poser la question. En tout cas, j'ai acquis un certain désintéressement, ça c'est certain. Oui. Donc, je dirais que ça m'a aidé dans le sens où là-bas j'ai appris à vivre avec quasiment rien et me contenter finalement et tirer le plus du moins. Mm-hmm. Donc, étant artiste peintre, je dirais que ça m'aide à survivre dans ce sens-là, dans le sens de l'économie. Ouais. Et de l'ascétisme. Donc c'était une bonne école dans ce sens-là, c'est sûr. Après, pour ce qui est du don de soi, pour moi j'ai donné autant que j'ai pu, j'étais un jeune homme, j'ai essayé de comprendre la philosophie de la mère de Aurobindo du mieux que j'ai pu. C'est certain que la première lecture est quand même intellectuelle pour la plupart des gens. Après, essayer de le vivre physiquement, c'est bien sûr beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que j'ai pas essayé, j'ai essayé de comprendre comment on faisait le lien entre ce qu'on pouvait lire dans ses livres et la vie. J'ai vécu un certain temps, et puis j'ai eu besoin de changement au bout de 10 ans quand même, quand on a quitté l'Europe, qu'on est européen. Malgré tout, je suis parti à 18 ans, je ne suis pas parti à l'âge de 3 ans, de 5 ans. Donc je suis revenu en Europe peut-être pour comprendre d'où je venais, comprendre aussi plus de mon pays natal, de la France, quand même aussi ma culture, et puis pour raisons personnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais Auroville est toujours là comme une porte ouverte, donc c'est un privilège, je reconnais pour moi, parce que je sais que j'ai toujours l'alternative de me retourner vers Auroville. C'est-à-dire que je me sens prêt à vivre là-bas de nouveau. Mais pour vous, ça reste toujours quelque part présent à votre esprit. Ah oui. Oui, ça je reconnais que ça me suit quotidiennement, j'aime toujours en parler, et c'est toujours dans mon cœur. Je n'ai jamais oublié Auroville, ça m'a marqué profondément. J'imagine. Oui. Vincent Riquier, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, après la pause, on va écouter l'interview que j'ai faite donc d'Anne Riquier, votre maman. Le son était un peu difficile parce que la joindre sur son portable là-bas en Inde, le son n'est pas terrible, mais bon, tendez l'oreille, ça reste quand même très compréhensible. Et ensuite, je vous demanderai de continuer à nous faire découvrir votre expérience là-bas à Auroville. Si vous voulez nous poser des questions comme Christophe l'a fait, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300, une question sur les énergies nouvelles qui sont utilisées et les expériences qui sont tentées là-bas à Auroville. Nous en parlerez, Vincent Riquier, dans quelques instants. Si vous avez des questions, donc 0826 300 300, Morad est là pour les noter et me les transmettre, ou par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre réaction et vous envoyez tout au 71 200 et je serai avec grand plaisir votre porte-parole. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Pour ne rien vous cacher, pendant la pause avec Vincent Riquier et Pierre Massias et l'aide surtout technique de notre réalisateur Mathieu, on s'est plongé sur Google Earth, vous savez, cette carte vue du ciel photographiée par satellite que l'on trouve sur Internet, et on est allé voir une image satellite d'Auroville et j'ai été surpris, Vincent Riquier, c'est immense, c'est grand quand même. Oui, c'est grand, c'est un terrain de jeu suffisant quand même. Vous pouvez vous perdre. Moi, je me suis perdu même dans 500 mètres carrés la nuit dans les buissons à chercher quelqu'un parce que vous voyez une petite loupiote, une petite cahute où elles se ressemblent toutes, vous savez. Oui, on peut se perdre quand même bien comme il faut. Alors, vous avez bien 10 kilomètres quand vous traversez d'un bout à l'autre. Ah oui, c'est très grand quand même. Ouais. Peut-être 5 km sur 7, et vous avez des petites enclaves près de la mer ou qui sont décentralisées, mais qui appartiennent à Auroville. Oui. Ça ne ressemble pas du tout à une ville telle que on peut imaginer Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, quoi. C'est absolument pas ça le concept. Pas du tout. Alors,
Quand je suis arrivé la première fois, j'imaginais peut-être pas autant de construction, mais je pensais quand même un peu que c'était comme la ville que j'avais vue sur le plan de masse. Je pensais à Aldorand dans la gare des Étoiles. Moi, j'aimais la gare des Étoiles. Alors je me disais, tu vas débarquer à Aldorand, rencontrer des réplicantes avec des vaisseaux spatiaux qui flottent dans l'air, comme ça. Et je pensais que les Auroviliens aussi flottaient un peu dans l'air. Un peu, voilà. Sortaient de leur esprit. Et pas du tout. Et pas du tout. C'était plutôt Crocodile Dundee. Mais bon, ça s'est amélioré depuis quand même, reconnaissez. Mais ça s'est amélioré, oui. Ça s'est vachement amélioré. J'ai vu des photos sur Internet de maisons qui Auroville qui ont l'air somptueuses, très très belles maisons. Ah oui. Chacun a reproduit un peu, ça se fait de façon organique, donc le plan de Roger Anger finalement n'a pas vraiment pu exister. Et chacun a construit en fonction de ses goûts. Donc les Anglais ont fait des petits cottages avec de l'herbe devant, les Latins ont fait plutôt des villas avec des balcons, ainsi de suite. Après, les gens selon leur goût et leur... Alors même des expériences, j'imagine, des expériences, parce que c'est quand même, s'il y a une ville, un lieu où on peut tenter, où on peut expérimenter, c'est bien Auroville. C'est fait pour ça. Donc c'est un lieu d'expérimentation dans tous les domaines. Et pour un architecte, je pense que c'est un lieu très intéressant. Vous pouvez utiliser des techniques différentes, des matériaux différents. Alors bien entendu, il n'y a pas 36 000 solutions dans un pays très chaud, où il y a énormément de lumière. C'est certain que si on veut du frais, il faut choisir un certain type de construction. Donc je dirais qu'au début, les Auroviliens étaient un peu trop conceptuels. Ils avaient un concept lumineux, mais ils n'ont pas pensé peut-être qu'il allait faire 60 degrés dans votre salon à midi, au nom de toute cette lumière, toute cette transparence, toute cette clarté. Oui. D'accord. Et alors, une question que nous a envoyée Christophe, sur quel type d'énergie nouvelle ils ont travaillé et quelles en sont aujourd'hui les avancées? Vous nous avez parlé d'éoliennes, bon, tout à fait au départ, mais il y a eu d'autres expérimentations, j'imagine. Oui, alors je suis plus abonné au CERN, j'ai peut-être même jamais été, mais quand même il y a des progrès dans le domaine du biogaz, dans le domaine de l'énergie solaire, et sûrement de tas de choses nouvelles que je ne connais pas. Mais à mon époque, on essayait beaucoup, par exemple, le tofu, le tempeh, c'est-à-dire de la nourriture alternative, faite à base de soja. Aussi de recycler la bouse de vache, utiliser la bouse de vache pour faire fermenter. Donc il y avait beaucoup d'expériences aussi. Faire des éoliennes qui en même temps tourneraient dans un bassin, qui irriguerait des petites plantations autour, et dans ce bassin on mettrait des canards. Et avec le refus des canards, on pourrait... ça pourrait servir d'engrais pour les petites plantations. Et créer vraiment un biotope qui tourne en lui-même, etc. Oui, tout à fait. Donc vraiment des expériences intéressantes. On répondra à la question de Dolores qui vient de nous envoyer un SMS qui dit « Je souhaite aller à Auroville, comment avoir des contacts ?» Quelle est la possibilité? Il y a un site internet, il y a des associations en France à qui on peut demander des renseignements? Il y a une association d'Auroville qui est à Paris. Donc sur Internet, je pense que vous trouverez facilement ses coordonnées. Dans Google, on tape Auroville et on doit avoir les sites avec toutes les références, j'imagine. Voilà. Et à Auroville même, il faut vous adresser à Auroville Trust, trouver l'administration qui s'occupe de l'immigration, et vous devez demander une lettre de recommandation auprès de l'ambassade des Indes à Paris, qui vous permettra d'avoir accès à un visa de 3 mois, mais qui peut être prolongé en permis de résidence, donc qui est un visa d'entrée. C'est un visa spécial qui est très difficile à obtenir en règle générale. Donc Auroville est un bon moyen d'avoir un visa qui vous permet de rester plus de 2 ans en Inde. Plus d'1 an, 2 ans en Inde. Et alors, une autre question qui nous est arrivée. Demain, je veux tenter l'expérience de devenir un newcomer, c'est-à-dire arriver donc à Auroville, et il faut prévoir combien d'argent, puisque pendant 1 an, même si je travaille pour la communauté ne me donne pas d'argent parce que c'est une période de probation. Donc combien d'argent je dois prévoir pour pouvoir subvenir à mes besoins? Et est-ce que je suis logé? Enfin, vous voyez tous les. Là, on rentre dans le côté pratique. Bon, qu'est-ce que je veux faire? Comment faire? Comment fait-on? Alors, le guide.
Je veux pas dire de bêtises, il faudra bien vous renseigner, mais je crois qu'en plus maintenant c'est une période probatoire de 2 ans. Donc d'accord, 2 ans. Oui, c'est exact. Même si on vous demande pas la garantie d'avoir un billet d'aller-retour au cas où il y a un problème, vous pouvez être rapatrié facilement. Donc quand même, il faut prévoir en effet 2 ans de survie en Inde. Le coût de la vie a beaucoup augmenté depuis que je suis parti. Janaka me disait dans son intervention au départ, 70 € par mois peuvent suffire à survivre, à manger, quoi. Puis, oui. Bon, faisons-lui confiance. Voilà, vous pouvez calculer à partir de... Oui, mais là, on est au ras des pâquerettes, quoi. On est tout seul, célibataire, dans la cahute, quoi. Hein. Dans un guest house, c'est-à-dire un petit hôtel. Ah, donc, on va dire qu'au début, vous êtes comme un touriste, donc c'est comme si vous allez n'importe où et vous payez l'hôtel. D'accord. Vous vivez à l'hôtel, voilà. Et vous avez à peu près 6 mois comme ça, vous êtes comme un touriste à plein tarif, si j'ose dire. Après quoi, vous devez bien sûr signifier votre intérêt à la communauté, vous intéresser à des activités, vous allez trouver une activité, des affinités. Vous allez devenir newcomer, donc selon les gens, vous allez rester à l'hôtel, vous allez vite sympathiser avec tel ou tel groupe et être hébergé, d'être hébergé, vous allez vivre dans une communauté où vous connaissez déjà des gens. Alors bien sûr, c'est plus facile, c'était mon cas. J'ai débarqué dans une communauté où il y avait mon beau-père, mais je reconnais, j'aurais pu arriver comme ça et choisir. D'accord, ok. Et alors là, donc, rester pendant 2 ans, et il faut prévoir de quoi pouvoir vivre là-bas sur place. Voilà, donc avant de 70 € par mois. Oui, ce qui fait 700 €, 1400 €. Oui, ça va. Voilà. Avec 2000 €, vous êtes confortable. Ouais, tout à fait. Vincent Riquier, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai faite de votre maman, interview qui a été enregistrée donc hier, parce qu'il y a 4 heures de décalage, donc c'était hier en toute fin de matinée, c'était vraiment le début d'après-midi, il était 16 heures, donc pour elle là-bas à Auroville en Inde, donc juste à côté de Pondichéry. Écoutez. Anne Riquier, bonjour. Et bonjour. Vous vivez à Auroville depuis combien de temps maintenant? Je vis à Auroville, je crois, depuis 1984, donc ça fait 23 ans. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous séduit dans cette expérience? Je dirais pas ce qui me séduit. Pourquoi j'ai tenté cette expérience? Parce qu'elle m'a semblé l'expérience la plus, comment dire, mature. Disons que c'est l'expérience qui m'a plus à cette époque-là et qui m'intéresse toujours autant, parce que c'est une expérience qui n'a pas de limite et c'est une expérience qui est toujours en mouvement. C'est une action d'être et basée sur la fraternité et l'entente, l'harmonie. Concrètement, qui commence d'abord avec soi-même. Oui. Concrètement, là-bas, vous y faites quoi? Vous travaillez, vous avez une activité? Racontez-nous un peu. Ah ben bien sûr que je travaille. Je suis pas dans une secte, je ne suis pas dans une religion. Je travaille puisqu'on est à Auroville, on est une ville à monter, à créer, à construire. Donc tout y est à faire. Et pour l'instant, je suis plutôt, disons que je suis retournée un peu à mes origines, ce que je faisais en France. C'est-à-dire que je m'occupe de journalistes, aussi bien écrits que vidéo, des gens qui veulent faire des documentaires et je les guide, je les soutiens, je les assiste, etc., etc. Mmh. Et donc je suis, oui. Vous êtes rémunéré, de quoi vivez-vous? Non, je ne suis pas rémunérée. À Auroville, on ne gagne pas d'argent. On a éventuellement une maintenance qui nous permet de manger et de manger quoi, et de vivre. Non, je ne suis pas rémunérée. Mmh. Et je ne vis pas non plus d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire
j'ai eu la chance de travailler avant de venir à Auroville et d'avoir un peu d'argent. J'ai eu la chance d'écrire des livres en Inde j'ai écrit en Inde, mais ils sont publiés en France, qui m'ont rapporté un peu d'argent. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui me donnaient de temps en temps des petits travaux à faire et qui me permettaient de me nourrir ici. Et voilà. Décrivez-nous, parce que ça fait partie également de la philosophie des Aurovilliens, les rapports des uns avec les autres. Sont-ils différents qu'à Toulouse, à Paris, à New York ou je ne sais pas trop où? On a tous ce désir d'évolution. Peut-être que c'est ça notre relation invisible. C'est ce désir d'évoluer, d'arrêter d'être des moutons, comme l'on peut l'être dans beaucoup de sociétés, particulièrement en Occident. Moutons parce qu'on a peur, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Donc, on rentre dans des normes, dans des règles bien définies par des gens de pouvoir. Alors, dans ce cas-là, on a en tout cas cette chose ici, c'est que on refuse ça. Et que notre but, c'est même pas de se révolter contre ça, parce que la révolte, on a connu ça en 68, c'est de construire autre chose. C'est d'aller vers autre chose, de trouver un autre mode de relation, qui est quelque chose qui est beaucoup plus basé, on va dire, sur l'être intérieur. Mmh. Ouais. Et sur l'unité de soi. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons d'Auroville, qui est une ville tout à fait particulière avec un objectif qui est une belle utopie. C'est la synthèse de toute l'humanité et c'est un projet qui est reconnu, si j'ose dire, pour employer un terme franco-français, d'utilité publique pour toute l'humanité par l'UNESCO, ce qui n'est pas rien quand même. Et plusieurs SMS viennent d'arriver, Vincent Riquier, qui sont très pertinents parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Serge qui nous demande par exemple, tombe-t-on malade aussi à Auroville et comment se soigne-t-on? Oui, voilà, ça c'est une bonne question, c'est vrai, et tout à fait pertinente. Alors ça se passe comment? Oui, j'ai remarqué le aussi. On peut aussi être malade à Auroville. Ouais. C'est certain que les pionniers se sont sentis invulnérables et irrésistibles pendant un certain nombre d'années, mais quand même, comme tout le monde, on vieillit ou on peut être affaibli. La chaleur est quand même très fatigante pour le foie. Pour la digestion, la nourriture, quand même, au début, risque de paraître pas assez riche. Bien sûr. Oui. Parce que vous allez quand même manger de l'amidon, en gros des féculents. Vous pouvez manger un peu de viande de temps en temps, et vous risquez de développer des carences. Et en effet, l'hygiène est plus que précaire, puisque vous avez énormément d'humidité, et pour être franc avec vous, le climat le plus malsain. Puisque le quota de dépaysement le plus élevé est dans l'administration et pour Pondichéry. D'accord, donc voilà, vous avez ça, tout. C'est carré. Voilà. Donc il vaut mieux avoir une robuste constitution mentale et physique. C'est vrai, quand on va dans ces pays déjà et à Auroville, Ouais. et si on compte y rester assez longtemps. Il faut faire attention à ce qu'on mange, ne pas manger tous les soirs dans un petit boui-boui différent, des choses comme ça. Ouais. Avoir une bonne hygiène. Et après, je dirais, bien sûr, ça dépend de vous. Je reconnais que j'ai vu beaucoup de gens qui attrapent un peu tout ce qu'on peut attraper dans ces pays-là. Mmh. Mais alors, comment se soigne-t-on? Est-ce qu'il y a un hôpital à Auroville? Est-ce qu'il y a des médecins? Vous voyez, c'est... Donc, vous avez quand même un CHU à Pondichéry qui a des médecins de très, très bonne qualité, très compétents. Ouais. Alors, je dirais, ce n'est pas la compétence des scientifiques indiens qui est à mettre en doute, seulement, bien entendu, l'hygiène est ce qu'elle est. Parce que vous avez des tas de malades qui sont par terre, dans le hall de l'hôpital, en haillons. Certains ont des plaies ouvertes. Ouais, voilà. Ouais. Il y a des mouches partout. Donc c'est certain que s'il y a une opération grave, je comprends qu'on puisse être inquiet. Oui. Et il vaut mieux pas, bien entendu, nécessiter de graves opérations chirurgicales en Inde. J'ai vu énormément de fractures mal réduite à l'envers, qu'il faut recasser. C'est quand même assez difficile.
Ensuite, il y a toutes les maladies qui sont dues aux parasites, qui sont très nombreux. Il y a même des parasites dans l'air. Il suffit que vous alliez à Madras, dans une ville, au bord d'une route, où tôt ou tard vous allez boire un thé quelque part parce que vous avez très soif, et il se peut que ce thé... Et choper une saloperie, quoi. Voilà. Ouais. Donc, bon, il faut bien remettre les choses il faut dans le réel, quoi. Oui. On n'est pas dans le jardin d'Éden, on n'est pas au paradis non plus, quoi. Hein. Non, ça peut très mal tourner si vous faites pas attention. Bon. Et en ce qui concerne un autre SMS qui est arrivé, il y a pas mal de questions, on va terminer avec ça. L'enseignement, est-ce que, parce que quand on a des enfants, il faut bien qu'ils aillent à l'école quand même. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une école à Auroville? Alors, à l'ashram, il y avait l'école du Libre Progrès, et à Auroville, c'était la dernière école, comme son nom l'indique. C'était en quelque sorte, la dernière école, le dernier apprentissage, avant la vie divine peut-être, je ne sais pas. Ouais. Donc, les premiers enfants aurovilliens ont connu, les enfants de Summerhill, ont connu j'imagine à peu près toutes les méthodes alternatives d'enseignement. Ouais. Leurs enseignants sont assez vite revenus au Becherel et à la technique traditionnelle. Ouais. Et pour ceux qui voulaient faire des études supérieures ou très particulières, ou ils ont fait des études par correspondance avec leur pays d'origine, ou ils ont dû partir d'Auroville. Parce ils ont senti que en restant à Auroville, ils ne pourraient pas accéder à des études supérieures et en tout cas une situation de ce niveau en Europe. Ouais. Autre question qui nous vient de Monique, qui s'occupe des vieux et de quoi vivent-ils et que deviennent-ils? Il y a des vieillards évidemment à Auroville. Et il va commencer à y en avoir, oui, de plus en plus. Depuis 69, mon bon monsieur. Alors, il y avait des gens quand même assez âgés à Auroville. Justement, je dirais que jusqu'en à peu près 1980, les Aurovilliens étaient inconscients de la mort. On se sentait réellement immortel. La moyenne d'âge était à peu près même pas 30 ans. On était un peu hors du temps, quoi. On était hors du temps, t'es jeune, on n'avait pas. Donc les Aurovilliens, je pense, n'avaient pas vraiment réfléchi à tout ça. Et puis dans la même année, il y a eu 3 disparitions. 3 personnes sont mortes, et donc il a fallu les enterrer quelque part. Il a fallu. Bien sûr, comme toute communauté. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte, on n'avait pas pensé à ce problème-là. Donc, il y a bien quelques Aurovilliens qui sont enterrés à Auroville, à droite, à gauche, et qui sont morts en Inde et qui sont restés en Inde. Ouais. Alors, dans certains cas, la famille demande leur rapatriement. Je me souviens d'un cas en particulier. Mais les anciens, les vieux qui ne peuvent plus travailler, la communauté les prend en charge? Bonne question. C'est une bonne question à laquelle je peux pas répondre parce que le cas n'était pas encore, voyez. Il y avait pas de vieux. Il y avait le plein emploi encore à mon époque. Tout le monde était jeune et vigoureux, si j'ose dire. Alors maintenant, que sont devenues ces personnes plus âgées, où ils ont un peu d'argent personnel qui leur permet de vivre encore en Inde, à Auroville, et faire ce qu'ils veulent. Ou peut-être que la communauté... Mais je pense que la communauté a développé un service social maintenant. On commence à se poser le problème aussi des retraites éventuelles des gens. Il y a des gens qui ont cotisé à l'étranger, qui dans leur pays d'origine, qui ont travaillé pendant des années, qui ont changé de vie. Donc je pense que petit à petit tout ça se met en place. Il y a une forme d'administration sociale à Auroville aussi qui doit en effet penser à la santé. Oui, donc c'est vraiment un projet qui ne cesse de bouger, de vivre, d'aller de l'avant et de se transformer pour atteindre cet objectif. Il ne reste plus que quelques minutes, Vincent Riquier. Si vous pouvez nous résumer ce que vous a apporté finalement cette expérience humainement, à vous, à titre personnel, en quelques mots, ce serait quoi? J'étais fier de participer à une expérience de pionnier, de gens qui sont des aventuriers et qui n'ont pas eu peur de franchir le Rubicon, donc d'appartenir à ceux qui malgré tout y sont allés, qui ont franchi le fleuve et ont pu en revenir. Parce que malgré tout, certains n'en sont jamais revenus. J'ai perdu plusieurs de mes amis à Auroville, et qui étaient encore de jeunes hommes dans la force de l'âge. Donc Auroville est aussi une expérience dangereuse. Donc je suis fier d'avoir participé à une véritable expérience humaine qui comporte des dangers, et donc je suis arrivé à survivre, et où j'ai appris énormément de choses.
J'ai appris la patience, l'humilité. Ça, je l'ai appris avec les Indiens, par le simple fait de vivre en Inde, où il faut accepter que tout prend du temps, tout ne sera pas nécessairement fait dans l'heure qui suit. Il faut s'adapter aux coutumes, aux traditions des gens, leur rythme de vie. Ouais. Donc tout ça m'a beaucoup passionné, et Auroville m'a permis de découvrir la société indienne qui ne m'intéressait pas du tout au départ, et qui m'a passionné par la suite. En l'étudiant. Et ça reste toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, une petite porte ouverte quelque part dans votre esprit où vous savez que vous allez pouvoir revenir peut-être si vous le désirez. Voilà, parce que c'est une société que je peux toujours continuer à étudier parce qu'elle est immense et je la connais pas entièrement. Et Auroville est une expérience non plus que je ne connais pas entièrement puisqu'il y a des tas de choses nouvelles, je suis sûr maintenant, et il y a aussi tellement de domaines d'expérience que je ne peux pas tous les appréhender en même temps. En tout cas, Vincent Riquier, merci beaucoup de vous être déplacé et de nous avoir consacré quand même 2 heures pour nous raconter votre expérience aurovillienne. Vous êtes artiste peintre, je le rappelle. Prochaine exposition, tiens, pour aller voir vos œuvres, ce sera où et quand? Alors j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés à venir rue Père-Ollière au Chantilly, qui est un salon de thé à Toulouse, pendant le mois de mars. Et là, on pourra voir vos toiles. Donc, les peintures de Vincent Riquier, je peins de façon figurative et un peu surréaliste à l'huile. Très bien. Et on pourra acheter vos toiles, bien sûr. Aussi. Il serait de bon ton d'en acheter, d'ailleurs. Merci beaucoup, Vincent Riquier. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Merci à Mathieu, le réalisateur, qui a eu la bonne idée de choisir un extrait d'une œuvre d'un immense artiste et mystique qui s'appelle Nusrat Fateh Ali Khan. Si vous ne connaissez pas, allez-y, découvrez ce musicien hors norme, vous allez être plongé dans un univers complètement merveilleux. Cela étant, on se retrouvera demain à partir de 22h jusqu'à minuit pour aller à la découverte d'un des plus grands scientifiques qui consacre sa vie à la recherche et à l'explication des phénomènes paranormaux. Il s'appelle Walter von Lukadou. Il est en Allemagne, à Fribourg. Il dirige un service exceptionnel dans le sens où il est financé par l'État allemand. Il sera donc notre invité exceptionnel demain de 22h jusqu'à minuit. C'est une très très belle rencontre à laquelle je vous invite. Merci à Mathieu qui est ici de la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui m'aide à la construire. Je vous souhaite une belle nuit à l'écoute des rediffusions des programmes de Sud Radio. Et puis rendez-vous demain pour une belle aventure dans l'étrange.